Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marie, journaliste. Spécialisée dans le reportage, Marie a passé plus de 5 ans en Israël en tant que correspondante pour des médias français. Récemment rentrée en France, elle couvre aujourd'hui l'actualité sur des médias tels que BFM ou France Info TV. Avec Marie, nous avons discuté de son expérience en Israël, des coulisses d'une chaîne d'infos ou encore de la curiosité que nécessite un métier où on doit sans cesse se renouveler. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Marie, tu es journaliste. Le journalisme est un métier très varié, des journalistes de mode aux reporters de guerre en passant par la presse économique. Il y a des centaines de spécialités différentes. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter la tienne ? C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que quand on dit journaliste, on entend le mot comme une définition générique, comme si ça voulait dire qu'une seule chose. Et en fait, c'est un métier qui peut recouvrir tellement de quotidiens différents et d'intérêts différents. Aujourd'hui, par exemple, notamment dans les chaînes d'information continue, il y a des jobs dans ces chaînes qui s'apparentent vraiment à du travail d'usine, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. On est assis pendant 12 heures sur un ordinateur ou pendant 8 heures, selon la durée de son shift, parce que ça marche en shift. On mange un plat livré devant son ordinateur et on recommence le lendemain. Avec un épanouissement personnel qui n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a ça, et puis de l'autre côté du spectre, il y a évidemment la figure du reporter, comme on peut se l'imaginer, qui voyage beaucoup, qui a une production pas forcément très élevée en termes journalistiques, que ce soit des articles ou des reportages télé par exemple, ou radio. Donc ça veut dire plein de choses différentes. Moi je pense que je suis un petit peu au milieu. J'ai commencé à faire ce métier, c'est peut-être un peu idiot de le dire comme ça, mais à cause d'une curiosité absolument insatiable pour le monde dans lequel on vit et les gens qui sont dans ce monde où l'on vit. Et en fait, c'est génial parce que c'est un métier qui nous donne une excuse pour parler aux gens. Donc, c'est le paradis, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de passer pour une personne un peu toc-toc qui va adresser la parole à quelqu'un, bah, en fait, on décide juste de faire un reportage sur un sujet et on peut entrer entièrement dans un univers que sinon on n'aurait jamais connu parce que c'est pas celui dans lequel on évolue ou c'est pas celui dans lequel on est né. Et à quel moment tu as décidé de devenir journaliste ? Alors, ma mère te dirait que c'était depuis le départ. Moi, j'en ai pas de souvenir, hein, mais très bien. Très tôt, en tout cas. Parce qu'en fait, c'est une richesse infinie et j'ai beaucoup travaillé sur le Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Mais là, par exemple, j'ai l'impression que c'est une page de ma vie que je suis en train de tourner et je vais commencer à travailler sur d'autres sujets et je le fais avec le même enthousiasme et rien n'est irrémédiable. Ça peut se renouveler très facilement. Oui, parce qu'on va en parler après. Tu as passé plus de 5 ans en Israël en étant correspondante pour différents médias français. Et maintenant, donc, tu es rentrée il y a quelques mois en France. Mais moi, j'aimerais comprendre comment est-ce que tu es arrivée au métier de journaliste, par quelle étude t'es passée. Est-ce que tout de suite après ton bac, tu t'es dit « Ok, je vais aller dans une école de journaliste » ou alors ça s'est fait par... Alors, quand on veut être journaliste, tout le monde parle évidemment des écoles reconnues par la profession. Il y en a, si je ne me trompe pas, un petit peu moins d'une dizaine. C'est des écoles dans lesquelles on rentre via un concours qui sont des tests d'actualité et de culture générale qui sont assez difficiles, de ce qu'on m'en a dit parce que je ne les ai pas passés. Moi, je suis allée à la fac, je suis allée en fac de sociaux. Donc de sciences humaines et sociales, comme on appelle ça officiellement. Et pour moi, ça a été vraiment ma première entrée dans le journalisme. Parce que ça m'a donné des clés de compréhension du monde. Je savais pas qu'elles me manquaient jusque-là, mais quand je les ai eues en main, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de plus comprendre le monde dans lequel on vit. Et peut-être que le journalisme, c'est aussi de ça dont on parle. Et peut-être c'est aussi à ça que servent les journalistes. Et pour moi, c'était une formation universitaire générale qui a vraiment qui m'a donné une base, j'ai l'impression, assez solide et qui, ça n'est que mon point de vue, m'a donné le fond
au lieu de me donner la forme. C'est-à-dire, dans une école de journalisme, on va vous dire, il y a des règles, évidemment. Un papier radio, par exemple, ça dure 50 secondes. Un sujet télé, ça dure 1 minute 20. Vous faites commentaire, son, commentaire, son, commentaire, par exemple. C'est une formule très classique. Et votre voix, vous devez la poser en parlant, comme on dit les journalistes, et là, il ouvre la porte. Ce genre de choses. Ça, c'est la forme. Donc, j'ai l'impression d'avoir pris le truc un petit peu à l'envers. Ça a compliqué, je pense, un petit peu mon entrée sur le marché du travail au départ. Maintenant, j'ai plus du tout ce problème-là. Alors que c'est vrai que quand on commence par une école, on a tout de suite un carnet d'adresses, des portes d'entrée, un mode de fonctionnement à notre disposition. Après la fac, en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant de regarder comment les médias fonctionnaient. Je faisais de la sociologie des médias, en fait, que je me suis dit, super, je vais être chercheur. Parce qu'à la base, tu voulais pas forcément être journaliste quand tu arrives en sociologie. Oui, c'est ça. En fait, j'ai juste... Excuse-moi, je raccroche les petits wagons. Je suis donc allée en fac de sociologie et j'avais pas forcément l'intention très claire à ce moment-là de devenir journaliste. J'ai étudié différents domaines en sciences humaines et sociales et c'est vrai qu'une des choses qui m'a très intéressée, c'est de comprendre, c'est ce qu'on appelle la sociologie des médias. Donc quelle place les médias occupent dans notre société, comment par exemple les médias d'information en continu ont changé le paysage médiatique, l'apparition de l'infotainment, ce genre de choses. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai envisagé pendant un moment d'être chercheur en sociologie des médias. C'est ce que j'ai commencé à faire via un master à l'Institut français de presse à l'IFP à Paris. Donc j'ai eu la chance en dernière année de master de signer un contrat de recherche avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire une étude comme un chercheur débutant sur les médias en France. Donc j'ai fait quelque chose de très fun. Je suis allée dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale François Mitterrand pour faire des statistiques sur les journaux télévisés, les thèmes des sujets, la manière dont ils étaient traités, ce qui était une expérience passionnante, mais assez aride. On ne croise pas beaucoup de gens. Ouais. On écrit des comptes rendus qui ne seront pas forcément lus par beaucoup de monde. Et c'est un peu du métadiscours en fait. On parle du journalisme sans faire du journalisme. Donc cette expérience, j'ai décidé de l'interrompre ici. Et il y a différentes méthodes d'enquête en sociologie. L'une des méthodes d'enquête, c'est ce qu'on appelle l'observation participante. Donc par exemple, on exerce un métier. En l'occurrence, je m'étais fait embaucher d'abord en stage, puis en pige. Donc au travail à la journée, c'est un CDD très court dans une chaîne d'infos qui s'appelait iTélé. Et donc je travaillais là-bas comme une journaliste et je prenais mes notes pour écrire mes recherches en sociologie des médias. Donc je faisais les deux. J'étais un peu coincée entre deux eaux et puis en fait au bout d'un moment l'un a pris le pas sur l'autre. Je me suis dit qu'en fait je préférais travailler dans une rédaction que faire de la recherche. Puis surtout, quand tu étais chez iTélé, c'était la première fois que tu étais en immersion sur une chaîne d'infos. Donc finalement, ça t'a donné une vraie vision de ce que faisait une équipe journalistique, une équipe de rédaction. Exactement. Et à ce moment-là, j'étais vraiment accro à l'information. Je pense que je me suis un petit peu calmée depuis. Mais c'est être dans une chaîne comme celle-là, avant que ça devienne CNews, c'était une chaîne un petit peu différente. On est vraiment dans un bain bouillonnant d'informations continues et c'est assez enivrant, en fait. Ce qui peut-être peut poser certains problèmes. On parle d'emballement de l'information, etc. Mais c'est absolument passionnant de voir une info naître et se développer. On commence par recevoir une dépêche de l'AFP, l'agence France Presse, qui est un peu les journalistes des journalistes. Les médias français sont abonnés pour la plupart à ce provider d'informations. On reçoit un fil de dépêche. Donc en fait, c'est un fil qui déroule en permanence et qui nous balance des infos tout le temps. Et puis au début, c'est une petite ligne, je sais pas, un suspect arrêté à la gare du Nord. Et puis la dépêche suivante, c'est des infos sur pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il a fait. Et puis la dépêche suivante, c'est etc., etc. Donc être au cœur de cette machine, on voit l'information s'étendre, oui. Se développer, quel dispositif on va mettre en place pour couvrir cette information. Et puis, je sais pas, la curiosité simplement de savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'on la connaît tous, d'être en face de notre télé, de regarder les infos. Et ben, c'est assez plaisant.
en fait. À l'époque, j'étais ce qu'on appelle assistante d'édition et chef d'édition, c'est-à-dire c'est ceux qui parlent dans l'oreillette en régie. Les présentateurs, quand ils sont en plateau, ça se voit pas, mais ils ont un petit bout de plastique belge dans l'oreille. Et puis, il y a quelqu'un qui leur dit il te reste 30 secondes, maintenant on part sur la Bolivie. Et donc, je faisais ça comme métier. C'est super, mais on voit pas beaucoup la lumière. Par contre, ça donne un sens assez aigu, je trouve, de l'information. Alors, le sens de l'info, alors tout le monde dans les rédacs parle du sens de l'info. Qu'est-ce que c'est le sens de l'info ? Ça veut dire sentir les choses. Qu'est-ce qui va devenir un sujet absolument scandaleux ou pas ? Quelle info vaut la peine d'être développée ou pas ? Quand on est en direct dans une régie de télévision pendant, on va dire, 4 ou 5 heures d'affilée, on a un œil sur le fil de dépêche qui continue d'arriver. Et c'est à nous et au rédacteur en chef de dire « Ouh là là, ça, faut garder un œil dessus », de le dire éventuellement au présentateur à l'oreillette s'il ne l'a pas vu, et de décider ce qui va se passer ensuite. D'accord. Donc, il faut être extrêmement réactif et avoir beaucoup de sang-froid. Moi, j'ai fait quelques éditions spéciales, notamment, je crois que c'était la mort de Michael Jackson ou quelque chose comme ça, où il faut imaginer une régie de télévision avec, je sais pas, à peu près 20 personnes qui sont au bord de la crise de nerfs ou de l'apoplexie, 3-4 chefs derrière le dos qui hurlent, passer en caméra 3, en caméra 5, on part sur l'envoyé spécial aux États-Unis et on va passer le sujet machin. Et nous, on est au milieu et on essaye d'avoir 18 oreilles différentes pour choisir ce qu'on va faire et les ordres qu'on va donner à la régie, au réalisateur et qu'est-ce qu'on va dire au présentateur. Oui, parce que dans ces cas-là, rien n'est préparé à l'avance. Rien n'est préparé à l'avance. Ça fait un... Bon, c'est de l'adrénaline. Il faut avoir beaucoup de sang-froid. Il y a des gens qui s'en sortent plus ou moins bien. Il y a des gens qui sont extrêmement colériques, qui survivent pas trop parce que c'est facile de vriller. Donc c'est mieux quand on est assez calme et qu'on a un bon sens de la diplomatie et qu'on ne se vexe pas quand les gens nous parlent avec une certaine autorité, parce qu'effectivement rien n'est prévu à l'avance et il faut être très réactif et avoir beaucoup de sang-froid. Là, ce que je suis en train de dépeindre, c'est un peu la jungle de la télévision d'info continu, qui est vraiment une niche assez spécifique de l'info, mais qui aujourd'hui prend pas mal de place. Voilà, donc j'ai bossé là-bas. Ensuite, j'étais un petit peu plus en recherche de sens, la raison originelle pour laquelle j'avais fait ce métier. Et bon, l'adrénaline, c'était chouette, mais j'avais envie de plus de contacts, de faire des sujets un petit peu plus longs. Et donc, j'ai commencé à travailler sur des formats documentaires et magazines. 26 minutes, 52 minutes, parce qu'on parle en nombre de minutes, ce qui me paraît un petit peu barbare, mais... 90 minutes selon les cases, parce que donc on parle de cases. Alors il y a envoyé spécial, il y a l'effet papillon, et puis il y a Arte Reportage, il y a différentes cases qui ont différentes minutes. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus avec un réalisateur que j'ai rencontré un peu par hasard. J'imagine que la vie professionnelle est aussi faite de rencontres hasardeuses. Quelqu'un que je connaissais vaguement, que je croisais de temps en temps, qui avait à ce moment-là une 50aine d'années, qui faisait des films, qui était réalisateur pour Arte. Et j'ai commencé à lui dire que ça m'intéressait pas mal, ce qu'il faisait. Et puis, il a commencé à me dire « D'accord, alors est-ce que tu peux me préparer des fiches là-dessus ou me soumettre quelques idées de sujets que tu aurais ?» Donc, au début, j'ai fait ça gratuitement. Et puis après, un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu veux bosser avec moi sur ce film-là ?» Alors, on a fait plusieurs films. On a fait un film... sur la dette étudiante aux États-Unis, on en a fait sur l'industrie du ski en Europe. Récemment, on en a fait un sur une grande compagnie indienne qui veut faire une mine de charbon en face de la grande barrière de corail en Australie. Donc, c'est vraiment des sujets très divers. Et c'est super parce que c'est des formats qui permettent vraiment de s'immerger dans un sujet et de découvrir... des domaines, par exemple l'économie, l'écologie, qui me sont à l'origine totalement inconnus. Et alors moi, j'aimerais comprendre comment tu t'es retrouvée à partir en Israël. Parce que là, on en est resté au documentaire, au long format. À quel moment il y a eu le switch ? Le journalisme, c'est un métier qui a énormément de facettes, et c'est vrai que quand on essaye de vendre des films un petit peu longs, c'est pas toujours évident. Donc je faisais ça à Paris, et à un moment, j'en ai eu marre. Parce que j'essayais de vendre 20 idées, on m'en a acheté une. Alors c'est super pendant des mois, mais c'est vraiment laborieux. Et je me disais, mais j'ai la chance de faire un métier en fait où je peux me renouveler, donc pourquoi pas partir ?
J'étais partie à Istanbul où j'avais étudié en Turquie pendant 1 an en sociologie. J'avais passé quelques mois au Liban avant. J'ai un peu la bougeotte en général. Donc, c'est une affaire circonstancielle en fait. Je suis partie un week-end à Tel Aviv. J'ai revu une fille que j'avais pas vue depuis très longtemps et qui m'a dit Hey, mais viens boire un café avec moi, je travaille pour une nouvelle chaîne qui va s'ouvrir. On est au bord de la mer, c'est super. Donc je fais mon petit week-end à Tel Aviv, on boit un café. On est en train de marcher sur le port de Jaffa, un endroit magnifique qui est au sud de Tel Aviv. Et je croise un monsieur qui nous interpelle, qui était le directeur de la rédaction, et qui me dit Hey, mais tu es journaliste, mais tu m'intéresses, viens travailler pour nous. Et je lui demande s'il est sérieux, et il me dit oui, je suis tout à fait sérieux. Et je dis bah ok, mais attention, je vais te prendre au mot parce que c'est possible. Il m'a dit oui, bah viens. On a fait un entretien qui a duré pas très longtemps. Et je suis rentrée à Paris, j'ai fait mes valises, et 3 semaines après, je m'installais à Tel Aviv. Donc c'est un peu fou. Ouais. Mais on a aussi la chance de vivre dans une époque où on peut le peut bouger, changer des vies, changer d'horizon. C'était une chance et j'ai dit oui à cette chance. Ça a été le début d'une aventure incroyable. Cette chaîne, elle s'appelle i24 News. Je la cite parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est une chaîne d'information, de télévision qui a été ouverte en Israël en langue française à la fin de l'année 2013. Et quand j'y suis arrivée, c'était tout nouveau. On ne savait pas trop ce que c'était. J'ai vite travaillé là-bas comme reporter au magazine. Alors c'était super parce que j'avais une liberté totale sur les sujets que je traitais. C'était l'avantage du bordel du début, je pense. Je bossais sur des sujets froids, ce qu'on appelle des sujets. Alors, pardon. Je bossais sur des sujets froids. Donc, ce qu'on appelle des sujets froids, c'est des sujets qui ne sont pas directement en rapport avec l'actualité, qui sont plus des sujets magazine, lifestyle, comme on veut les appeler. Et c'était super parce que pour moi, ça a été un pied d'entrée, une porte d'entrée dans la société israélienne. Enfin, c'était un tapis royal. C'était toi qui choisissais tes sujets ? Le choix des sujets, c'était un mélange entre mes propres propositions et ce que me proposait la responsable des magazines. C'était vraiment assez libre. Et comme toute société, Israël est une société très riche et où si on est un peu curieux et qu'on met son nez dedans, il y a vraiment énormément de choses à voir. Par exemple, je me rappelle un sujet qui m'avait marqué, c'est un sujet sur les Samaritains, qui ne sont pas que dans la Bible et qui ne sont pas que de l'expression le bon samaritain, qui sont un vrai peuple qui existe et qui vivent dans seulement 2 endroits en Israël et dans les territoires palestiniens, qui sont une centaine, et qui se disent les ancêtres des Juifs, et qui parlent arabe, prient en hébreu ancien, ont des cérémonies religieuses assez différentes de ce qu'on peut imaginer quand on pense au judaïsme ou à l'islam, par exemple. Et c'est une toute petite communauté qui est absolument fascinante. Et bon, voilà, c'est un des exemples de sujets sur lesquels j'ai travaillé au début. Et comment tu t'es retrouvée correspondante après pour des médias français ? T'es partie de cette chaîne Ouais. Cette chaîne, beaucoup la disent pro-israélienne. C'est difficile pour moi de ne pas évoquer l'aspect politique en parlant de cette chaîne parce qu'il est assez présent dans l'image qu'elle renvoie. Moi, je dirais que c'est surtout une chaîne pro-Benyamin Netanyahou, Premier ministre actuel de l'État d'Israël, qui est en train en ce moment d'essayer de former un nouveau gouvernement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens de très haute qualité qui travaillent dans cette chaîne. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sujets sur d'autres thèmes qui soient faits, qui soient de bonne qualité. Mais pour moi, ça a fini par me poser un problème éthique, journalistiquement parlant, de travailler dans une chaîne qui avait une orientation politique. C'est même pas est-ce que cette orientation politique est la mienne ou pas. C'est que moi, je suis pas là pour servir un parti politique ou une idéologie, quelle qu'elle soit. Donc, ça a fini par me poser problème. Donc, j'ai démissionné. Et j'ai beaucoup hésité avant de démissionner parce que ça voulait dire que je devenais freelance. Alors, freelance, c'est le mot sympa en anglais pour dire pigiste.
qui est le mot français. Donc littéralement de travailler à la pige, c'est-à-dire à la commande. C'était une décision très difficile, j'ai beaucoup pensé, j'en ai parlé autour de moi pour savoir si je devais le faire ou pas, parce que si on n'arrive pas à vendre un sujet, on n'a pas de salaire à la fin du mois. Donc j'ai pris mon souffle, je suis devenue pigiste et puis en fait ça a très bien marché. J'ai commencé d'abord par travailler pour Radio France, qui marche avec des systèmes de bureaux à l'étranger. Donc il y a un bureau principal, par exemple Washington, Moscou ou en l'occurrence Jérusalem. Et autour du bureau principal, avec le correspondant qui est envoyé depuis Paris, il y a en satellite des pigistes qui travaillent pour ce même bureau. Donc moi j'étais pigiste à Tel Aviv pour Radio France. Alors c'est se lancer comme pigiste quand on est journaliste à l'étranger. C'est en fait, l'organisation du monde des pigistes à l'étranger obéit à certaines règles, notamment par exemple, au début on commence petit, on se fait un petit peu sa place, si ça fonctionne, on arrive à gratter, de faire la correspondance pour un autre média quand le pigiste précédent s'en va, et en fait au fur et à mesure on se retrouve avec pas mal d'employeurs qui travaillent avec nous et ça demande du temps. Ça, c'est... Et à la base, quand tu es partie, justement, quand tu as commencé à faire tes premières piges pour Radio France, c'est toi qui es allé toquer à la porte du bureau à Jérusalem, qui a dit « Bonjour, je suis là, je suis basée à Tel Aviv et je suis freelance ». Le journalisme, c'est un métier qui marche beaucoup par cooptation. Donc si on connaît personne, c'est compliqué. Chance pour moi, je connaissais l'ancienne pigiste à Tel Aviv de Radio France. On s'est très bien entendu professionnellement. Et donc, elle m'a recommandé au chef de bureau quand elle a souhaité arrêter. Ça se fait souvent par recommandation. Ça a été mon cas. J'ai eu cette chance-là. Et à mon tour, quand j'ai quitté le pays, j'ai moi aussi laissé, entre guillemets, mes piges et mes recommandations pour les journalistes freelance suivants. Voilà. Et là, tu traitais donc de différents sujets. Est-ce que c'était vraiment axé sur le conflit israélo-palestinien ou finalement pas ? Au final, je me suis mise à travailler en radio, en télévision et en presse, et pour du news et du magazine. Donc de l'actualité très chaude, genre il y a un attentat, et du magazine, genre les startups israéliennes, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc c'est des identités de médias différentes, des marques, on peut le dire, différentes, qui ont des besoins et des attentes différentes. Donc ça veut dire que quand j'avais une idée de sujet, je me demandais, est-ce que c'est un sujet télé ou presse ou radio ? Est-ce que c'est un sujet au long cours ou juste pour maintenant ? Et selon, on s'adapte et on le propose à des personnes différentes. On se trouve dans une situation maintenant, en tout cas c'est mon impression, où le conflit israélo-palestinien intéresse très peu. Alors, dans la région, entre correspondants, on lie ça à l'émergence de la guerre en Syrie, notamment, qui a pris pas mal de place sur la scène internationale. Et ensuite, il y a eu la présidence américaine avec Donald Trump qui a pas mal putché à peu près tout. Le conflit israélo-palestinien, c'est un peu dans les interstices qui restent, quoi. Et la difficulté, c'est que c'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup que c'est pas un sujet qui crispe, d'autant plus en France, où c'est un sujet assez sensible. Et sur lequel tout le monde a une opinion. Donc, on se retrouve au quotidien à travailler comme journaliste avec le conflit israélo-palestinien qui est dans nos vies un peu de manière quotidienne, quand on passe un checkpoint, quand on parle avec les gens, quand un Israélien ou un Palestinien nous disent qu'ils ont perdu tel ou tel membre de leur famille ou qu'il s'est passé ça dans leur vie. Et nous, on est journalistes, donc on se sent la responsabilité d'en faire part aux médias pour lesquels on travaille et ensuite aux gens qui voudront bien le lire ou l'écouter. C'est très difficile. C'est très difficile de convaincre que c'est encore intéressant. C'est très difficile de convaincre que c'est pas forcément rébarbatif. Parce que tout le monde dit, alors soit on est pro-israélien, soit on est pro-palestinien. Évidemment, je tire à gros traits. Soit on hausse les sourcils en disant non mais c'est trop compliqué, j'y comprends rien, c'est impossible à comprendre. Ce qui est une réaction totalement légitime et qui était la mienne avant que je me retrouve la tête dedans. Enfin, c'est un espèce de panier de crabes géopolitique super méga complexe. Et c'est compliqué de s'y retrouver. Néanmoins, je pense que faire du bon journalisme, c'est quand même possible. Et c'est par exemple
privilégier ce qu'on appelle des histoires humaines pour raconter le conflit à travers des gens, ce qui nous parle un peu plus en termes d'identification qu'à travers des grandes décisions politiques auxquelles on comprend pas forcément grand-chose ou ce genre de choses. Ça, c'est pour l'aspect conflit israélo-palestinien. Ensuite, les sociétés israéliennes et palestiniennes, moi je connais mieux la société israélienne, sont des sociétés très riches où il y a des problématiques incroyables dont on a aussi envie de parler. Et ça, c'est pas dans les pages d'actualité forcément, c'est pas forcément sur les chaînes d'infos continues, c'est plus dans des magazines hebdomadaires par exemple ou mensuels. Et en Israël par exemple, il y a eu, moi j'ai pas mal travaillé sur le cannabis médical parce qu'Israël depuis ses débuts a été un petit peu pionnier pour la recherche médicale avec autour des cannabinoïdes, donc ça c'était vraiment très intéressant. Et ça c'était un sujet que toi tu choisissais ou c'était commandé par des médias? Les sujets magazines, c'est moi qui les choisissais et je les proposais. En fait, on va expliquer les choses comme ça. Quand il y a une actualité qui se passe, exemple, il y a un attentat. Directement, c'est l'actualité qui vient aux journalistes, en fait. Il y a des appels de toutes les rédactions pour lesquelles ils travaillent, voire pour lesquelles ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont personne sur place et qui sollicitent à peu près la personne qu'ils peuvent trouver et qu'ils peuvent avoir sous la main, pour dire est-ce que tu peux nous faire un papier ? Est-ce que tu peux être en direct ? Donc, exemple, je reçois une alerte sur mon téléphone, il y a eu un attentat, ok, on vérifie l'info, on croise les sources, on se dit ok, bon bah il s'est passé ci, ça. Là, souvent on a l'information avant la France, évidemment, parce que les médias locaux et nationaux vont plus vite. Soit on appelle les rédactions, soit c'est eux qui nous appellent, et ensuite c'est un dispositif d'information news qui se met très très vite en place. Par exemple, je travaille aussi pour une chaîne de télévision d'actualité internationale, France 24. Il se passe quelque chose, France 24 me disait « Est-ce que dans 1 heure, tu peux être en direct ?» Donc ça veut dire qu'on est au supermarché en train de faire ses courses, que notre téléphone sonne, qu'on voit l'alerte sur notre téléphone, que vite on lit, on appelle, on essaye de voir ce qui se passe autour de ça, qu'on passe chez nous en panique, mettre une veste, se maquiller un peu, courir au studio, et puis voilà quoi. Oui, donc tu as limite à peine le temps de préparer ce que tu vas dire à l'antenne. Exactement. C'est là où le fait d'être installé sur place et la connaissance du contexte, je pense, est fondamental. Notamment, par exemple, on parle régulièrement des échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza, qui donc fait partie des territoires palestiniens, qui est une petite enclave de terre qui donne aussi sur la Méditerranée. Et régulièrement, on voit dans les journaux quelque chose qui, de l'extérieur, ne veut strictement rien dire et ne nous apprend rien, qui est échange de tirs. Hier, 20 roquettes ont été tirées sur l'État hébreu, qui a rétorqué avec des frappes militaires sur des positions du Hamas. Littéralement. Donc tu lis ça, tu te dis, d'accord. Donc tu sais pas si ça va être la guerre bientôt ou pas, tu sais pas si c'est grave, tu sais pas s'il y a des gens qui ont été blessés ou pas, tu sais rien du tout. Quand tu habites là-bas, moi, la première chose que je veux dire dans mon direct, c'est pas ça, c'est pas la dépêche. La raison pour laquelle un média fait appel à moi, c'est parce que, à force d'être sur place, à force de lire, à force de connaître l'endroit, j'arrive à voir à lire entre les lignes, en fait, à savoir ce que ça veut dire. En l'occurrence, entre Israël et Gaza, il y a un jeu d'équilibre de pouvoir qui se joue depuis des années, c'est-à-dire depuis 2007, la mise en place du blocus par Israël sur la bande de Gaza, où le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, essaye de faire pression sur Israël pour alléger ce blocus. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que les conditions de vie sont tellement difficiles, il y a peu d'électricité, il y a un taux de chômage qui est absolument hallucinant, je crois que c'est le plus haut du monde, donc ce mouvement politique qui est au pouvoir est lui-même sous pression de la population pour que les choses changent. Qu'est-ce que c'est une des seules manières, se dit le Hamas, pour faire pression sur Israël, c'est d'envoyer des roquettes. Donc c'est un jeu entre guillemets, mais en fait c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Ils envoient des roquettes et il y a des roquettes qui ont des portées différentes. Alors au début, ils vont envoyer des petites roquettes qui vont tomber exprès, entre guillemets, sur des champs vides. Et puis, si on est vraiment dans les prémices d'une guerre, là, on voit que dans l'utilisation des armes, par exemple, ils vont utiliser des portées qui sont un petit peu plus importantes. Dans ces portées, il y aura des villes qui seront
qui seront à portée de tir. Et là, c'est pas du tout la même chose que d'envoyer 3 roquettes à 2 km qui tombent dans un champ vide où il y a personne. Ça veut pas dire la même chose. Les Israéliens le savent très bien, les Palestiniens le savent très bien. Donc lire une dépêche comme ça veut rien dire. Donc avoir quelqu'un sur place qui permette de décoder les rapports de pouvoir, les enjeux qui sont en train de se faire, c'est très important. Le fait qu'il y ait eu, par exemple, une très grosse montée de tension entre Israël et la bande de Gaza juste avant l'Eurovision à Tel Aviv, c'était en mai dernier, il me semble, c'est quelque chose de très important. C'était parce que les dirigeants de la bande de Gaza voulaient dire à Israël: tu veux faire ta fête avec ton Eurovision, eh ben, tu vas devoir nous donner des choses maintenant. Sinon, nous avons les moyens de faire en sorte que cette cérémonie internationale soit une catastrophe absolue. Et ça a fonctionné. Tu as passé 5 ans en Israël. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu aimerais partager ? Quand on travaille sur de l'actu chaude, il y a des moments qui peuvent être parfois très stressants. Je me rappelle de ce jour, par exemple, où on parlait beaucoup à Jérusalem de ce qu'on appelait la crise des portiques. C'était, les détails sont trop longs à étendre ici, mais disons que c'était un bras de fer entre Israéliens et Palestiniens et que ça a donné lieu à d'énormes manifestations dans la vieille ville de Jérusalem, avec des prières de rue autour de l'esplanade des mosquées vraiment très importantes, et que l'atmosphère était vraiment tendue. Donc j'arrive en voiture dans la vieille ville de Jérusalem. J'arrive vers la vieille ville de Jérusalem en voiture. Je m'arrête à une station-service pour prendre de l'essence. J'avais plus d'essence. J'étais très en retard pour des raisons qu'on développera pas, qui sont pas intéressantes. J'étais très en retard et le mec de la station-service, je parle un petit peu arabe, mais voilà. Et le mec de la station-service me dit est-ce que je peux changer l'eau de votre moteur ? Il faisait 35 degrés. Je me dis ok, on va y aller. Et en fait, je sais pas pourquoi, il va dans le coffre de la voiture, il prend le premier bidon qui traîne, et au lieu de mettre de l'eau dans le moteur, il verse ce truc qui commence à faire des bulles et qui sentait un peu genre le produit de nettoyage, quoi. Et je regarde le bidon, et en fait, il avait mis du nettoyant pour sol parfum musc au lieu de l'eau dans la voiture. Donc, moi, je suis dans une situation où la situation est extrêmement tendue à Jérusalem. Je dois absolument arriver à l'heure pour la prière de rue, qui est souvent suivie d'échauffourées, où je dois être absolument, parce que j'ai un direct pour une chaîne à ce moment-là. Je m'énerve contre le mec de la station-service. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis super en retard !» Donc, on commence à vidanger le truc, enfin n'importe quoi. Ils mettent ma bagnole sur le côté. La vieille ville est partiellement bouclée, c'est très compliqué. J'arrive, je suis super en retard, je cours, je m'aperçois que j'ai pas ma carte de presse qui parfois est demandée pour accéder à la vieille ville. Je cours entre les gens et là je cherche un point de repli, c'est-à-dire que ça commence régulièrement par des prières de rue qui sont plutôt calmes. Et une fois que la prière de rue est terminée à Jérusalem, c'est là qu'il y a des slogans politiques qui commencent à être scandés. C'est là que ça peut éventuellement chauffer avec les gardes-frontières israéliens, avec l'armée israélienne, avec les policiers qui sont présents. Et donc moi, j'ai besoin d'un point de repli pour pouvoir faire mon direct. Parce que je ne peux pas faire mon direct en essayant de me protéger des tirs de lacrymo et de tout ça. J'ai besoin au moins d'avoir 100 mètres de zone tampon. Donc j'arrive en panique, etc. Je me faufile entre les gens, j'interpelle un Palestinien, donc c'était à Jérusalem-Est, et je lui dis « T'as pas un petit endroit, un petit magasin ? Je peux pas me mettre là dans un coin ?» et il me dit « Mais si, bien sûr, alors viens avec moi !» Et là, il me pose au milieu d'une boucherie, sachant que je rentre jamais chez les bouchers, problème avec la viande. Il me pose un tabouret au milieu d'une boucherie avec les mecs qui me sourient en aiguisant tous leurs couteaux. Et sur le pas de la porte, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui commençaient à faire la prière de rue. Et évidemment, après, il y a eu pas mal de heurts entre Palestiniens et Israéliens. Et je me disais, oh là là, mon Dieu, mais je vais devoir faire mon direct au milieu de viande crue qui pendouille au bout de crochets. Et j'étais pas au top de ma forme, mais voilà, c'était ça aussi le terrain, c'est de pouvoir trouver des solutions parfois un peu étranges quand on en a besoin. C'était un direct à la radio, rassure-moi. C'était un direct à la radio, oui, évidemment, c'était un direct à la radio. Ça aurait été un peu... Oui, alors forcément, on s'adapte selon le média. Si j'avais travaillé pour la télévision, soit dans ce cas-là, on fait des directs par téléphone.
Soit on fait des Skype quand on est en déplacement, soit on est dans un studio de télévision et là c'est différent. Mais ça m'est arrivé de faire des directs pendant ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux ou des grandes démonstrations qu'il y avait eu, des grandes manifestations qu'il y avait eu à Jérusalem, de faire des directs où pendant le direct, t'es obligé de courir, ou tu cherches en même temps un endroit pour te planquer, ou tu sais pas 30 secondes avant si tu vas pouvoir rester dans la position où tu es. Et il m'arrivait la même chose. Un moment très tendu devant la vieille ville de Jérusalem où je devais faire un live télé pour une grande chaîne nationale. Et il y a eu un mouvement de panique au moment où je commençais mon direct et mon caméraman est parti. Donc, en fait, il y a eu un mouvement de panique et il a bousculé la caméra, il est passé devant la caméra et moi, je suis restée comme une idiote à essayer de faire mon live qui, du coup, a duré 30 secondes au lieu de 1 minute. Mais il ne faut pas perdre son sang-froid parce qu'on est en direct. Et là, en l'occurrence, il y avait pas mal d'audience. Et oui, ça bouge derrière nous, il y a des mouvements de foule, ça tire un peu de partout, mais c'est pas le problème du rédacteur en chef, quoi. Donc, faut tenir... Et dans ces moments-là, tu t'es jamais senti en danger quand justement tu as des mouvements de foule Si, je me suis sentie en danger, mais ça c'est pareil, je pense qu'on apprend avec le terrain en fait. Et qu'au début, on essaye un petit peu timidement. Enfin, je parle pour moi parce que tout le monde fait pas forcément la même chose, mais moi j'ai essayé au départ un peu timidement, je regarde comment les autres font, je regarde c'est quoi les points de repli, je regarde comment les gens bougent. Et puis je fais pareil parce que s'ils le font c'est que a priori c'est qu'ils savent où c'est le plus sûr. Il y a des moments où on se sent un petit peu plus en danger que d'autres, ça c'est clair, notamment parce que dans les manifestations la police israélienne tire beaucoup avec ce qu'on appelle des rubber bullets, des balles en caoutchouc qui sont comme des balles qui sont pas létales en fait. C'est pour ça qu'ils les utilisent à Jérusalem ou en Cisjordanie notamment, mais qui peuvent potentiellement faire de gros dégâts. Perdre un œil, avoir une jambe sacrément abîmée, ce genre de choses. Donc quand on est au milieu d'un truc comme ça, évidemment, on y pense et c'est compliqué. Mais savoir bouger dans une situation veut pas du tout dire savoir bouger dans une autre situation. Je pense par exemple, maintenant que je suis rentrée en France, j'ai fait des manifestations de gilets jaunes. On m'a envoyé couvrir ça. Et là... on l'a entendu, les gilets jaunes ont un rapport assez compliqué avec les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont fait molester, agresser, frapper, enfin tout ce qu'on veut. Donc j'avais un petit peu d'appréhension en y allant. Et en fait, il y a des collègues qui m'ont dit mais toi, tu viens du Moyen-Orient, tu vas pas du tout avoir peur, ça va être du beurre. Bah non, pas du tout. En fait, c'était effrayant parce que c'était la première fois que j'étais dans une situation de foule où en fait, c'était moi la cible. Parce que quand on est, même au Moyen-Orient, enfin, je veux dire, quand on est d'un côté ou de l'autre, on est entouré physiquement de gens qui vous veulent pas forcément du mal. Et moi, ça m'est arrivé à Jérusalem ou ailleurs, que dans des moments un peu chauds, ce soit quelqu'un, un habitant, qui me tire par le bras et qui me dit viens chez moi, on monte en attendant que ça se calme, ou des choses comme ça. Et ben là, non. T'es tout seul et t'as aucune solution de repli. Si la foule s'en prend à toi, c'est compliqué. Les risques du métier. Voilà. Lola, t'es rentrée il y a quelques mois à Paris. Oui. Donc tu travailles maintenant pour BFM. Entre autres, mais je suis toujours pigiste, donc je D'accord. travaille pour BFM et pour d'autres. Et pour d'autres médias. Ouais. Et là, sur quelle thématique tu es ? Parce que est-ce que tu peux traiter, je sais pas, du départ en vacances en plein mois d'août et en même temps du fait qu'on ait potentiellement retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement, on fait tout. On fait tout et je dois avouer que pour l'instant c'est assez plaisant parce que au Moyen-Orient c'est comme ici, il y a des marronniers, donc des sujets qui reviennent tout le temps, il y a des habitudes qu'on finit par prendre qui sont pas forcément des bonnes habitudes parce qu'on connaît un peu trop ce qu'on fait et donc là de retrouver une actualité très essentiellement française et très variée. Ce que tu évoquais, c'est vrai que c'est très plaisant. Et là, c'est vraiment plus de la maîtrise avec l'expérience de la forme journalistique. Donc, qu'est-ce que la rédaction attend de nous ? Par exemple, je ne sais pas si c'est intéressant qu'on en parle, mais l'incendie de Rouen qui s'est passé le jour de la mort de Chirac, c'est vraiment très, très intéressant parce que je mets mes deux mains à couper que dans toutes les rédactions de France, il y a eu des conversations sur comment est-ce qu'on traite les deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
la chaîne pour laquelle je travaille a décidé d'envoyer plusieurs équipes à Rouen le lendemain de la nuit de l'incendie. J'en faisais partie. On est arrivé assez rapidement en fin de matinée. On a commencé à rentrer des interviews, à rencontrer des gens qui nous montraient des boulettes de mazout qui étaient tombées dans leur jardin. Et à midi ou 11h58, on reçoit une alerte info disant que Jacques Chirac est mort. Et là, évidemment, on se fige tous un peu parce qu'on sait que ça va changer notre journée, en fait. Ça va changer le contenu de notre journée. La rédaction décide de se concentrer essentiellement sur le traitement de la mort de Chirac, mais de laisser bien sûr une équipe sur place pour ne pas lâcher totalement l'événement. On a pu faire du reportage, on est allé voir des gens, on a interviewé, toutes les choses auxquelles... C'est un sujet typiquement Rouen. La question qu'on se pose, c'est vraiment, on arrive, on se dit, ok, alors qui est-ce qu'on va interviewer ? Alors évidemment, on va interviewer les habitants, témoignages. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont senti ? Est-ce qu'ils se sentent mal ou pas ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur jardin ? Filmer les images. On a interviewé, donc par exemple, une mère de famille qui était hyper inquiète pour son enfant qui commençait à tousser, qui avait eu un mal de tête, qui ne savait pas si elle devait aller aux urgences ou pas. Donc on va aussi dans une pharmacie qui nous explique qu'ils ont quasiment plus de masques pour se protéger parce qu'il y a eu une ruée sur les masques. On va voir le préfet pour nous dire non, qui va nous dire non officiellement, voilà ce qu'il a dit. L'incendie, c'est ça. On va voir un militant écologiste qui nous dit attention, il va falloir être vigilant. Bref, on se demande tous les éléments qu'on peut éventuellement avoir sur un événement comme celui-ci au jour 1 de l'événement. Donc c'est vraiment... il faut s'imaginer, l'incendie de Rouen, c'est le lendemain de l'incendie, tout le monde se demande ce que c'est, on ne sait pas ce qui a brûlé, on ne sait pas si c'est toxique ou pas, dans quelle mesure, enfin voilà. Et plus on s'éloignait de la mort de Chirac, plus Rouen a pu reprendre de nouveau une place à l'antenne, une fois que cette vague de gros breaking news était passée sur la mort de Chirac. Et c'est pas du tout un truc qui est spécifique aux chaînes d'information continue. Si on prend par exemple le 20h de France 2, le soir de la mort de Chirac, ils ont parlé uniquement de ça. Il n'y a pas une minute où ils ont parlé d'autre chose, en l'occurrence de Rouen. Le 19-20 de France 3, qui est aussi un très bon journal, a fait le choix, lui, de consacrer 1 minute 30, la durée d'un sujet, à l'incendie de Rouen, sur une demi-heure de traitement de la mort de Chirac. Alors, on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien. Je pense que c'est fondamental que les rédactions s'interrogent sur est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent entendre et voir du mono-sujet ? Est-ce qu'il y a une vraie demande pour ça ? Est-ce qu'il faut au contraire équilibrer ? France Bleu, par exemple, Normandie, pendant l'incendie de Rouen, avait un traitement évidemment qui était édition spéciale sur l'incendie, mais ils avaient des rappels des titres aux demi-heures et aux heures, je sais plus, qui étaient sur toute l'information nationale en général. Donc, selon ce qu'on cherche dans la consommation de l'information et selon ce qu'on a envie d'y produire comme journaliste, il y a des choix différents qui sont possibles. Et dans les cas où il n'y a pas forcément de breaking news, de sujets chauds, qu'est-ce que, justement, comment réagissent les chaînes d'infos en continu ? Quel sujet passé ? Est-ce que c'est des sujets qui ont été réalisés déjà depuis plusieurs semaines ? Alors, on fait tout au dernier moment. Je pense que je briserai aucun secret en disant ça. En tout cas, vraiment, les chaînes d'information continue sont sur une logique de flux d'actualité chaude. Et donc, l'objectif, c'est d'être le plus réactif possible avec l'actualité présente. Par exemple, quand Emmanuel Macron a commencé à parler de l'AME, l'aide médicale d'État qu'il avait évoquée pour les sans-papiers en France et qui a fait un petit peu débat auprès des élus, la chaîne m'avait demandé de faire un sujet sur qu'est-ce que c'est l'aide médicale d'État, combien de personnes en bénéficient, un truc assez pédago sur de quoi on parle en fait. Ou par exemple sur la préfecture de police, l'attentat à la préfecture de police de Paris, après le traitement immédiat de l'actualité chaude et tout, il y a tout le travail de l'enquête. Donc là c'est le service police-justice qui va essayer d'avoir des informations, qu'est-ce qui s'est passé, comment la journée s'est déroulée, quel était son environnement, est-ce que c'est un acte isolé ou est-ce qu'il a bénéficié d'un réseau, aller faire des enquêtes de voisinage, ce genre de choses autour d'un événement qui... c'est vraiment comme une trame narrative en fait. Il y a un point avec un petit événement qui commence, ça peut être l'incendie de Rouen ou la préfecture de police, et ensuite ça va se dérouler dans le temps, et avec la manière dont ça se déroule dans le temps, on va le traiter de manière différente et on va faire des sujets différents.
Est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas forcément de journée type dans ce que tu fais, mais comment se déroule, on va dire, une journée classique? Alors, en chaîne d'info continue, on fonctionne par shift. Donc, on est du matin ou de la journée ou du soir, en gros. On arrive à la rédaction. Il y a des postes qui ne sont pas attribués personnellement, donc on se met où est-ce qu'il y a de la place. Et puis, soit immédiatement quand on arrive, soit la plupart du temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures après qu'on soit arrivé, le rédacteur en chef, donc qui prend les décisions sur ce qui va être traité, vient nous voir et nous dit alors tu vas partir là-dessus, tu vas faire ci, ça, est-ce qu'on attend de toi, c'est ça. Donc par exemple, ça peut être tu vas partir sur une position de direct, donc c'est-à-dire c'est pour vraiment de la production de flux, on est à un endroit T, on est par exemple en face de la préfecture de police de Paris et on raconte ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Ça, on sait que la journée, ça va être faire du direct. Alors c'est toutes les heures ou toutes les demi-heures ou une fois toutes les 4 heures, ça dépend de l'actualité elle-même. Soit ils nous disent alors par exemple il y a la grève aux urgences, donc tu vas voir ce que pense le personnel hospitalier avant la réunion avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn demain. Donc là on fait pas de direct, on essaye de rencontrer du personnel des hôpitaux et on essaye d'avoir des interviews avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent, leurs attentes, etc. Des interviews de patients, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux. Donc, c'est vraiment au jour le jour. Et une fois, en l'occurrence pour mon travail, une fois que ta journée de travail, elle est terminée, elle est terminée, en fait. Il n'y a pas de continuation, contrairement à mon travail que je faisais au Moyen-Orient, où je travaille tout le temps en permanence. La notion de week-end, ça n'existe pas vraiment, et on a toujours un petit sujet qui traîne dans la tête. Et voilà. Là, c'est vraiment du one-shot sur une journée, ou sur des missions de plusieurs jours. Exemple, y a des très grandes inondations dans le sud-ouest. Tu pars pendant 4 jours. Tu fais du reportage et du direct, et puis ensuite tu rentres à la rédaction. Mais finalement, là, t'es pigiste, mais tu fais partie intégrante de la rédaction de BFM. T'es vraiment... En fait, pigiste, c'est vraiment un type de contrat. Donc, ça change rien à la pratique de mon métier. D'accord. Je fais exactement la même chose que quelqu'un qui est en CDD pour 8 mois, par exemple, ou que quelqu'un qui est en CDI depuis 5 ans. On fait exactement la même chose. Okay. C'est juste que le type de contrat est différent. D'accord, mais du coup, c'est un contrat qui a une durée quand même. Non, ouais. c'est vraiment du travail journalier. Donc, d'accord. On te dit, tu viens travailler, par exemple... donc, toi, tu envoies tes dispos. Moi, la semaine prochaine, je suis dispo tel jour. Ils te disent, d'accord, tu vas faire mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Et puis après, t'es rémunéré à la journée. L'avantage... alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ça manque de stabilité. L'avantage, c'est que ça me permet aujourd'hui de travailler, pas forcément en télévision et pas forcément en actualité chaude, sur d'autres choses qui m'intéressent aussi et tout autant. Sur des formats plus longs en radio, sur des formats sur des 26 minutes en télévision. Si j'étais en contrat fixe, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué parce que là, on travaille du lundi au vendredi ou du mardi à je sais pas quoi. Et puis, c'est parfois difficile de faire autre chose à côté. Quelles sont pour toi les qualités que doit avoir un journaliste ? Je pense que pour être journaliste, c'est très important d'être curieux. Pour moi, c'est vraiment la qualité première et fondamentale. Et avoir la capacité... de remettre en question et d'interroger notre propre système de pensée, ou en tout cas d'avoir conscience qu'il existe. Parce qu'on rencontre des gens tellement différents, d'univers tellement différents, que si on part du principe que notre manière de voir le monde est la seule qui existe, ça va pas fonctionner en fait. Parce que c'est pas forcément... je pense qu'il faut de l'empathie, et il faut pas comprendre ce mot comme de la compassion, comme un truc bouddhiste, de se mettre à la place des autres, pas du tout. C'est-à-dire, il faut vraiment essayer de se dire, mais moi, si j'étais cette personne, qu'est-ce que ce serait ma vie ? Comment je l'envisagerais ? Est-ce que j'aurais aussi cette colère ou cette envie ou cette manière de voir les choses ? Est-ce que si j'étais infirmier dans les urgences, je serais révoltée de la même manière ? Est-ce que si j'étais conducteur de train, j'aurais aussi envie d'exercer mon droit de retrait ou pas ? Non pas pour être forcément d'accord avec eux, mais pour se mettre
juste pendant un moment dans leurs chaussures et se dire ok, alors en fait il y a d'autres perspectives qui existent. Et c'est ça le journalisme aussi, c'est pouvoir rendre compte des points de vue euh, en réussissant à le détacher du sien. Alors je dis ça, c'est pas du tout on parle beaucoup de l'objectivité journalistique et c'est pas du tout un truc que j'ai envie de citer parce que je pense que ça n'existe pas et que c'est très difficile. Et il y a des journalistes qui prennent un peu des pauses et des airs en disant non mais moi je veux pas dire pour qui je vote. Alors ça peut être pour une raison très entendable parce qu'ils n'ont pas envie de se faire juger ou mettre dans une case, mais ça n'empêche qu'ils votent et qu'ils ont des opinions. Donc ils peuvent dire oui, je veux pas dire pour qui je vote, mais ça n'empêche, il y a une différence entre ça et dire je suis absolument objectif et neutre et impartial. C'est faux, même les juges essayent de le faire et c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'il faut plus prendre le contre-pied et accepter le fait qu'on ait nous-mêmes des présupposés, des stéréotypes pour réussir à les mettre un petit peu à distance ou en tout cas avoir conscience du rôle qu'ils peuvent jouer pour rendre compte du réel. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui souhaiteraient devenir journalistes ? Je vais dire travailler, mais ça va être un peu facile. Mais pour moi, ça a été vraiment la pratique du terrain qui a été ma meilleure école. C'est vrai que ça devient un métier peut-être de plus en plus difficile pour y rentrer. Donc faire une école, c'est quand même une bonne idée. Il faut néanmoins se méfier, je pense, du formatage. On parle beaucoup du formatage des écoles de journalisme. Je pense que c'est pas du tout une sinécure, c'est pas parce qu'on fait une école de journalisme qu'on va forcément être un robot qui produit tous les mêmes sujets, pas du tout. Mais venir d'un autre secteur, avoir fait d'autres études générales avant ou quelque chose comme ça, je pense que ça peut donner aussi une base assez riche à la pratique journalistique, quoi. Et que du coup, il faut pas avoir peur de peut-être toucher à d'autres choses avant, de commencer à faire une école ou des choses comme ça, et surtout essayer très très vite de faire des stages, de faire des sujets, de proposer. Mais je vois les journalistes arrivant des nouvelles générations, des gens qui ont 20 ans, 22 ans maintenant, ils arrivent parfaitement à le faire. Enfin, je pense que plus même que notre génération, ils ont beaucoup plus intégré ça, ils sont extrêmement débrouillards, ils ont 18 000 expériences, ils ont lancé leur truc sur Twitter ou sur machin, ou leur truc vidéo, et ils sont déjà dans la pratique en fait. Ce que permet par exemple voilà, Instagram d'une certaine manière, Twitter, les vidéos, les podcasts, enfin voilà. Et c'est génial. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as des prochains projets dont tu aimerais parler quelle est la suite pour toi ? Est-ce que tu continues dans cette voie-là ? Est-ce que tu as des longs sujets que tu es en train de produire ? Je suis en train de préparer des sujets, mais je peux pas en parler, malheureusement. Donc voilà, mais ce qui m'emplit vraiment de joie, c'est de me dire que c'est un métier où on peut toujours se renouveler. Et si j'en ai marre de ce que je fais demain, et ben, je pourrais peut-être le pratiquer d'une manière différente après-demain. Donc c'est pas grave, parce que c'est une richesse infinie, quoi. Et finalement, j'ai l'impression aussi que le métier de freelance ou pigiste te permet aussi de, toi, t'organiser au mieux et pouvoir adapter ta semaine comme tu l'entends. C'est quand même un plus. Exactement. Donc, par exemple, je vais faire mes courses au supermarché un mardi à 11h30. Ce Le qui, rêve. dans la vie des gens normaux, n'arrive pas. Donc, c'est sûr que ça a des avantages. Ça a des avantages, mais il faut être... Il m'a fallu un certain temps avant d'être à l'aise avec ce statut et cette situation. Parce qu'au début, ça produit quand même énormément d'anxiété. Donc je me demandais si j'allais travailler assez ce mois-ci, si les médias pour lesquels je travaillais étaient contents et si du coup ils allaient faire de nouveau appel à moi les prochaines semaines et les mois suivants. On culpabilise quand on prend des week-ends ou quand on part en vacances. On se dit, attends, mais il y a un truc un peu chaud avec le gouvernement. S'il se passe un truc, c'est pas le bon moment. Donc on est tout le temps au travail, mais tout le temps. Et en fait, on dit qu'on n'a pas de bureau et que c'est génial, c'est vrai, mais c'est vrai et ça devient agréable quand on s'en détache un tout petit peu et qu'on arrive à se dire, ok, alors je l'adore, c'est ma passion, mais c'est mon travail et j'ai
aussi besoin et le droit d'avoir par exemple un week-end où j'éteins mon téléphone. La définition du rêve pour moi qui doit l'avoir en permanence avec moi, au cas où il se passe on ne sait pas quoi. Et ça, au fur et à mesure des années, je m'en suis un petit peu détachée, c'est devenu beaucoup plus serein, mais je sais que quand je parle avec des jeunes pigistes qui s'installent, que c'est leur préoccupation première et que c'est aussi beaucoup d'angoisse. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et un grand merci à Marie d'avoir pris le temps de partager un café avec moi. J'espère que notre conversation vous a plu. N'hésitez pas à suivre Caféine sur le compte Instagram caféine-8podcast et si cet épisode vous a plu, de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.